Le schéma régional de cohérence écologique est une incitation pour les territoires à faire de la protection de la biodiversité la matrice des projets territoriaux. Ce cadrage, posé à une échelle régionale, est un outil de planification. Une fois cet outil élaboré et les trames vertes et bleues repérées et dessinées sur des cartes, l'enjeu est de donner une dimension opératoire et concrète à cette intention et d'en faire le centre de gravité des stratégies territoriales élaborées par les acteurs de l'aménagement. C'est ce passage de l'abstrait au concret, de l'intention à la réalisation, que les CAUE d'Île-de-France ont cherché à mettre en œuvre à travers des parcours réunissant différents acteurs. Dans ces territoires sous contrainte, soumis à une forte pression foncière et à une forte densité démographique, ainsi qu'à une gamme large et variée de besoins et d'attentes chez les citadins, qui ont besoin d'être logés, d'accéder facilement aux services et aux zones d'emploi, et qui aspirent dans une large mesure à plus de nature dans leur environnement quotidien, l'entreprise est de taille. Pourtant, ce potentiel de biodiversité existe. Il peut se lire et se voir dans les paysages franciliens, si tant est qu'on y prête attention. Tout est alors peut-être dans le regard que l'on porte sur les choses et sur les hommes. Si l'on considère la biodiversité comme un bien commun, c'est une autre grammaire de l'urbain qui s'ouvre et peut se co-construire, et un nouveau modèle de développement qui peut s'inventer collectivement. Faire de la biodiversité un bien commun à préserver au cœur des milieux urbains est donc une invitation à une inversion du regard et à un profond changement de paradigme. Mais qu'est-ce qu'un bien commun ? On peut définir un bien commun comme une ressource qui appartient à tous et ne peut être appropriée par personne. Pour exister en tant que tel, un bien commun a besoin qu'une alchimie subtile se forme entre cette ressource, une communauté, et les règles que se fixe cette communauté pour la gérer et en profiter. Considérer la biodiversité comme un bien commun requiert alors d'identifier concrètement les formes, les lieux et les espèces à instituer comme bien commun sur un territoire donné et en même temps de travailler sur le processus. Comment construire ensemble du commun ? Comment sortir d'une vision en silo pour construire un regard et un horizon d'attente partagés ? C'est ce que les parcours organisés par les CAUE d'Île-de-France ont été l'occasion de faire. Des opportunités de rencontres et d'échanges pour se connaître, découvrir le point de vue de l'autre, partager un regard commun sur un territoire. Penser et agir pour préserver la biodiversité comme un bien commun suppose de raisonner à différentes échelles et dans le temps long, d'adopter une posture qui sorte du face-à-face frontal pour dégager ensemble une troisième voie qui permette de combiner des horizons d'attentes variées et de points de vue en apparence contradictoires. Enfin, cela passe par des choix et l'exercice d'une responsabilité politique pleine et entière qui implique clairvoyance, courage et arbitrage. C'est l'engagement de tous. Moi, ce qui m'a toujours frappé, ce que je vous ai d'ailleurs parfois reproché, c'est qu'on est très enfermé dans nos frontières administratives. Donc je pense que c'est une bonne occasion de les rendre un peu plus poreuses et de se rendre compte que les enjeux écologiques ne connaissent pas de frontières administratives. La réflexion, elle devrait se faire au niveau intercommunal et pas seulement au niveau de chaque commune qui veut absolument avoir sa zone industrielle. C'est vrai qu'il y a eu des communautés d'agglomération, maintenant c'est le territoire. On a l'impression que les communes, elles réfléchissent toujours en termes de territoire communal. Et ça, oui. C'est vrai que c'est une espèce de concurrence qui n'a plus lieu d'être en fait. Et le schéma régional n'a fait apparaître que des choses de niveau régional et il va de soi qu'il y a énormément de continuité à des échelles inférieures. Et donc là aussi, c'est pas parce qu'on est dans une tâche blanche du schéma régional, de la cartographie du schéma régional, qu'il n'y a pas d'enjeu
Raisonner à toutes les échelles, hein. Ça c'est une carte à l'échelle régionale, c'est fait au 1/100 millième. Lorsqu'on zoome à une échelle communale, là tout de suite il y a des, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, et ces trames il faut les penser à différentes échelles en fonction des réservoirs de biodiversité qu'elles permettent de reconnecter, quelles sont les espèces qui sont présentes dans ces réservoirs de biodiversité, quels sont leurs besoins en termes de déplacement pour se nourrir, pour se reproduire, pour avoir leur cycle de développement. Donc c'est à partir de ça qu'il faut penser les trames vertes et bleues. Il faut se poser la question de l'échelle de temps. À quelle échelle de temps on pense ? Parce que c'est sûr que si aujourd'hui on pense à l'échelle 10-15 ans, faire une bande réservée là pour dire on prend un emplacement réservé derrière, donc là pour la commune préempte, et donc on a un tout petit bout de foncier pour faire. Alors pour faire quoi ? À nouveau du pavillonnaire, forcément il y a un problème de foncier qui se pose. Et deuxièmement, si c'est un promoteur qui vient, lui il va pas forcément être intéressé, donc il va attendre d'avoir toute la longueur là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est si on dit emplacement réservé, on prend toute la bande réservée là à l'échelle de cette largeur là, ce qui est déjà plus intéressant parce que dans le temps on peut vraiment imaginer reconstruire quelque chose d'intéressant en arrivant sur le bec de canard, surtout quand on voit la pente là qu'il y a derrière avec le moulin de Trouillon, avec des vitesses, des accélérations de l'eau qui vont donc forcément impacter sur l'aval, et quand on voit que c'est canalisé, effectivement l'effet canal c'est de la débitance. Et ça peut avoir des impacts très 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 importants sur ce qu'on va pouvoir voir plus en aval quand on va aborder le coude. Donc ici forcément ça voudrait dire on gère les débits, on gère les flux, les pentes, la topo, et donc on va retravailler ici plutôt un lit d'épanchement en se disant qu'on se donne le temps pour atteindre cet objectif. Et le temps, nécessairement, il ne sera pas à 15 ans. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut peut-être se poser. Aujourd'hui, c'est vrai que franchement, on n'a pas envie parce que c'est très joli, c'est pavillonnaire, il fait beau, le cours d'eau, il n'y a pas de débit, donc tout va bien. Dire que ça fonctionne, je dirais que ça fonctionne pas du tout parce que c'est un canal, donc il n'y a pas de biodiversité, il n'y a rien qui fonctionne. Le cours d'eau, il est juste en transit et puis il s'épure pas, et puis il n'y a pas de liaison transversale, écologique en tout cas, donc le SRCE, là, il n'y est pas du tout. Mais voilà, je vous invite quand même à réfléchir sur des échelles de temps beaucoup plus longues, parce que c'est pas forcément pour nous qu'on va le faire, c'est même pas pour nos enfants, mais c'est pour beaucoup plus loin. Alors voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut créer l'opportunité aussi et mettre des emplacements réservés éventuellement tout le long des rives pour dire voilà, comme ça si l'opportunité se présente, elle n'est pas là aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on aura l'opportunité, un déménagement, quelque chose comme ça, et on fait en sorte de pouvoir réaménager ces berges en naturel ou réouvrir le rue, donc ça sera peut-être une question dont on parlera plus tard. Mais si on ne crée pas l'opportunité, si on ne met pas dans les PLU et dans les PLUI qu'ici il y a quelque chose à faire, il faut le réserver pour la liaison écologique, on ne le fera jamais. Sans avoir d'avis tranché sur la ZAC Notre-Dame, je voudrais donner 2 pistes de réflexion. D'abord, le temps de l'aménagement et des décisions politiques est malheureusement pas le même que l'économie réelle, et je pense que tout ce qui a été décidé avant 2008 est quand même à reconsidérer au regard de la situation actuelle. Dans le cadre du SAGE, dans l'état initial, on avait identifié qu'en 35 ans, il y avait eu 1900 hectares de zones agricoles et naturelles qui avaient été urbanisées. 1900, dont 400 qui étaient des espaces plutôt boisés, et donc 1500 qui étaient des surfaces agricoles perdues. Et effectivement, essentiellement dans la vallée du Morbras, dans le secteur de l'ex-ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et un petit peu aussi le secteur Marne-les-Chantrelles. Donc c'est vrai que c'est particulièrement important, et c'est une dynamique qui n'est pas arrêtée aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il y a toujours cette pression foncière et encore des projets d'extension urbaine. Et là, il y a une responsabilité politique au sens où à chaque fois qu'une opportunité se présente, il y a une décision à prendre à un instant T, et c'est là où il faut être clairvoyant, de dire là vraiment il faut construire parce que compte tenu de la demande en logement c'est le cas, ou bien à l'inverse, non, vraiment il ne faut pas y aller, ça a un rôle essentiel et il faut avoir la responsabilité de le sanctuariser.
Dans la métropole du Grand Paris, l'essentiel des terres agricoles se trouve sur les départements du Val-de-Marne. À l'intérieur du Val-de-Marne, ça se trouve sur le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir. Et à l'intérieur de ce territoire, le point fort agricole, il se trouve en l'occurrence sur les communes de Noiseau, de la Queue-en-Brie et du Plessis-Trévise. Donc quand on fait une espèce de diagnostic, on sait bien qu'un de nos rares points forts, puisqu'on n'est pas très fort sur le plan ni médical ni universitaire, ce serait peut-être de valoriser les espaces naturels et toute l'économie autour de l'agriculture périurbaine. SDRIF prévoit la réouverture des rues qui sont usées en milieu urbain. Donc c'est dans le règlement. Donc, et le SDRIF doit être pris en compte par les PLU, donc ça rajoute un poids à cette idée de réouverture des rues et donc d'emplacement réservé sur l'emplacement des anciens. On voit bien qu'effectivement, en fonction du point de vue duquel on se place, celui de l'activité commerciale ou industrielle ou environnementale, on est en conflit. Donc la question à se poser, c'est où est-ce qu'on place le curseur? Moi, j'ai une interrogation quand même, c'est que la zone commerciale qui est là n'a pas forcément connu le succès qu'on aurait pu escompter. Donc j'aurais tendance à me dire, arrêtons d'ouvrir des espaces à l'urbanisation, commençons par optimiser ceux qui le sont déjà. Après, il me semble quand même qu'on peut faire cohabiter les choses. On essaye les uns les autres d'avoir des taux d'emploi qui se rapprochent de 1. Chenevière, c'est quasiment le cas, mais on a des communes où ça n'est pas le cas. Donc il faut réduire en fait les temps de transport. Il faut essayer de maintenir des activités tout en s'adaptant à l'économie actuelle. Mais je pense qu'effectivement, on devrait peut-être s'interroger sur le grignotement et la façon dont on traite les espaces naturels tels qu'on les voit aujourd'hui. Un autre aspect en termes d'économie et d'environnement qui peut peut-être réconcilier un peu les deux, je parle sous contrôle de l'AEV et du GAB. On a aujourd'hui en fait des structures d'agriculture bio qui ont trop de clients pour ce qu'elles peuvent fournir, pas assez de producteurs et on n'arrive pas à faire face à la demande alors qu'on sait bien qu'on a envie de manger bio. Il faut peut-être s'interroger puisqu'on sait que les exploitations maintenant sont viables à condition de réunir un certain nombre de critères. On sait aussi qu'on a besoin de sites de transformation, de préparation, de logistique, on a besoin de transport, on a le port de Bonneuil qui est très près de chez nous. Je pense qu'il y a peut-être quand même un gisement de succès et de réussite économique sur ces territoires-là. Certains acteurs expérimentent déjà cette manière plus globale de concevoir le territoire, qui ne renvoie pas protection et aménagement dos à dos, mais au contraire, qui les articule et qui en mesure les effets bénéfiques. C'est un espace qui est aujourd'hui une friche naturelle. Donc il n'y a pas de vocation économique pour le port qui de toute façon est classé en zone N au PLU et nous on n'a pas de projet de développement économique sur cet espace. Donc le port est conscient qu'il doit répondre à d'autres enjeux sur le bec de canard, des enjeux à la fois écologiques en termes de biodiversité, mais aussi des enjeux hydrauliques pour la lutte contre les inondations. Des exemples qui sont un peu dans les mêmes contextes, on a fait intervenir notamment donc, le CIAVI qui gère une partie qui gère l'Yvette, le CIAVB sur la Bièvre. Le cours d'eau a quasiment été réouvert sur toute sa continuité. Comment au biais des opportunités d'aménagement et des secteurs dans lesquels c'était possible, où le cours d'eau par exemple traversait des zones plutôt des parcs ou dans le cadre d'aménagement de zones de quartiers, d'immeubles, et donc ils ont pu réouvrir, réaménager des continuités écologiques. On a aussi des espaces qui sont redonnés au public, on a un retour de l'eau aussi, des habitants qui n'ont pas forcément la possibilité de voir ou d'être proches de cours d'eau. Voilà, ce rapprochement entre les habitants et le cours d'eau, donc on a eu des très bons exemples. Ça permet de retravailler ce cours d'eau et d'amener de nouveaux espaces de nature à la fois pour la biodiversité mais aussi pour les habitants qui n'ont pas forcément d'espace vert de proximité. Donc toujours avoir dans l'esprit en milieu urbain cette multifonctionnalité des espaces et puis aussi des problématiques d'inondation et donc avec notamment la problématique du changement climatique. On l'a dit, ces épisodes de fortes pluies, de fortes précipitations, ils vont se multiplier, on va sûrement avoir des problématiques d'inondation qui vont se répéter. Et donc par exemple si je prends l'exemple de la Bièvre et de l'Yvette, l'an dernier, donc l'Yvette qui un peu plus urbaine et un peu plus canalisée, on a eu un certain nombre de villes du secteur, notamment
vers la vallée de l'Yvette, Palaiseau, Villebon-sur-Yvette, Longjumeau, qui ont été inondés. Par contre, le long de la Bièvre, où ont été restaurées notamment des zones d'expansion de crues et des secteurs de réouverture, il n'y a pas eu de problème d'inondation du tout. Donc en effet de cette nature-là, et ce que je pressens ou ce que j'observe pendre là, enfin arriver, avec l'urbanisation ou au moins le fait de ne plus considérer la nature, c'est qu'en fait on se déconnecte complètement. Et je dis pas qu'il ne faut pas travailler pour urbaniser ou quoi que ce soit, bien évidemment non, parce qu'avec la démographie croissante, il faut trouver des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut souligner le fait qu'on a besoin vraiment de se reconnecter, on a besoin de connexion avec la nature, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de maladies qui sont générées par le stress. Et le stress, finalement, c'est le fait qu'on soit, enfin, beaucoup d'études le montrent, hein, dans des zones où voilà, il n'y a pas d'expression de la nature et c'est beaucoup de béton. Donc pourquoi ces aménagements? Pourquoi on est si intéressé? Pourquoi on donne de l'énergie à tout ça? C'est parce qu'on sent bien qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est effectivement de savoir comment on amène tout le monde, c'est pas qu'une civilisation, c'est tout le monde à se poser la question de comment il prévoit, alors là l'échelle c'est 1000, 2000 ans, son avenir, parce qu'on dit bien qu'on est censé rester un bon bout de temps. J'ai pas l'impression que l'être humain il s'engage là dans une vision à long terme lorsqu'on voit ce qu'il fait. Mais donc nous à notre échelle, ça vaut le coup donc justement de réaffirmer qu'il est utile de préserver, d'aménager, de construire quelque chose qui en vaille la peine, enfin qui nous serve à tous, et tout simplement parce que je pense que c'est un enjeu d'avenir et que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'épanouir. Voilà.